En Guadeloupe, un quart de la population n'a plus accès à l'eau. Dans 10 ans, on peut plus se baigner, y compris dans la mer, parce que les réseaux d'assainissement sont pourris et rejettent de la merde. L'eau n'arrive pas le soir. On laisse les robinets ouverts pour pouvoir entendre l'eau arriver. Je fais ça tous les matins. Donc quand c'est le robinet à sec, quand il n'y a plus rien, je suis obligée d'aller prendre de l'eau. Il y a 25% maintenant, un quart de la population qui n'a pas un accès régulier à l'eau, c'est-à-dire des coupures qui peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Bon, je viens de lire, je l'ai terminé tout à l'heure. Comment je pourrais dire, c'est cette chronique d'un effondrement total, quoi. Enfin, c'est édifiant. Vous vous êtes pris, vous vous êtes dit, je vais prendre ce que personne ne fait jamais, cette région, puisque c'est une région administrativement, qui est la Guadeloupe, et je vais, à travers l'histoire de l'eau, raconter un effondrement, mais c'est assez chirurgical, quoi. Donc on va y revenir. D'abord, je voudrais vous présenter tous les deux. Thierry Gadot, donc tu as fait beaucoup d'enquêtes pour Blast, et ouais. Beaucoup des papiers des chapitres du livre sont visibles sur le site. Il faut d'ailleurs qu'on en publie encore d'autres. Donc moi, j'étais acculturé à l'histoire de la Guadeloupe. Thierry, tu es passé par plein de canards, par le Nouvel Économiste où tu étais rédacteur en chef, et puis après tu as essayé de créer des sites, et là tu piges pour Blast, mais aussi, tu veux dire... Tout à fait, ouais. Je suis journaliste indépendant, principalement pour Blast, voilà, pour Reporter et d'autres. Tu as écrit beaucoup sur EDF, le nucléaire, etc., quoi. Et à tes côtés, ton ami, ton copain Marc Lenné, tu me disais que vous étiez jamais engueulés, tous les deux, contrairement à tous les mecs avec qui tu bosses. C'est à peu près ça, oui. Donc ça devrait bientôt arriver. Donc Marc Lenné, alors aujourd'hui, compte tenu de ton âge canonique, comme tu disais, voilà. Tu es consultant, oui. Spécialiste sur l'eau et l'assainissement. Et en fait, en 2 mots, le début de l'histoire, si tu veux. Mais avant, il faut que je dise, c'est que tu as été journaliste à Libération, au Canard enchaîné, au Diplo. Enfin, tu as traîné ta bosse un petit peu partout. Et donc là, vous vous retrouvez tous les deux pour écrire ce livre qui, je dis encore un mot là-dessus, quoi, qui a un coup d'avance, comment dire, dans la description d'un désastre, quoi. Quand on le lit, on se dit que tout ce qui, on est dans une période où le capitalisme effréné gagne du terrain partout. On est en Macronie, on est tout ça. Et là, comment dire, la Guadeloupe a un coup d'avance. Et comme vous prenez l'histoire de l'eau, simplement on peut dire ça, c'est-à-dire que en Guadeloupe, un quart de la population n'a plus accès à l'eau. Dans 10 ans, on peut plus se baigner, y compris dans la mer, parce que les réseaux d'assainissement sont pourris et rejettent de la merde. Les tuyaux de tout ce qui amène l'eau chez les gens en fonte, etc., sont complètement pourris. Les canalisations datent des années 50. Elles n'ont jamais été entretenues. Des fuites comme celle-ci, il y en a partout. 63% de l'eau s'échappe dans la nature. Ça coûte, je ne sais plus, un moment, je crois que vous dites 1 milliard pour... On va rentrer dans le détail. Donc on est quand même... On suffoque on se dit, mais il n'y a pas de solution, quoi. Donc on va cheminer ensemble sur le livre, et donc voilà. Non, et alors le concours de circonstances qui nous a fait nous retrouver là-dessus, c'est que depuis quelques années, j'interviens comme conseil en Martinique pour la régie de Fort-de-France, et parce qu'on avait Sort en haut et Suez en bas. Les deux gros concours. Sort à dégager, mais en Suez à tout prix. Et donc, j'ai été sollicité il y a quelques années par la régie pour les aider à batailler contre Suez. Alors, on les a collés à l'autorité de la concurrence. Bon, je passe les détails. Et donc, comme je continue à travailler pour eux, donc, comme je le fais classiquement, dès que j'ai un contrat de ce genre, je fais de la veille. Et donc, j'ai des outils de veille, des tas de trucs et tout. Et comme j'étais sur la Martinique, j'ai regardé aussi la Guadeloupe. Et quand la crise a vraiment explosé l'an dernier, la faveur, si j'ose dire, à l'occasion de la pandémie, je me suis souvenu que Thierry m'avait fait rencontrer, mais il y a 7 ou 8 ans de ça, un ancien collègue qui est... Travaillait à Veolia ? Non, qui est entré en politique, qui est entré en politique auprès de
Victorin Lurel il y a quelques années. Et donc on avait Lurel, qui est quoi? Qui est le Lurel, c'est l'ancien ministre des Outre-mer sous Hollande, homme politique local, et donc le copain de Thierry avait travaillé, et j'ai gardé ça en tête. Et quand j'ai vu la crise l'an dernier, et la question de l'eau était toujours là, même pendant la pandémie, les proportions que ça prenait, j'ai appelé Thierry, je dis tiens, en fait, la Guadeloupe, l'eau et tout, on pourrait faire un truc. Et puis, ouais. Tu parlais de la Martinique, mais c'est vrai que ces deux départs, la Martinique, c'est pas pire que la Guadeloupe, mais c'est pas loin. Mais simplement, eux sont beaucoup plus aidés par l'État que l'est la Guadeloupe. Là, il y a un truc extraordinaire. Jusqu'à l'an dernier, c'était Monsieur Lecornu, qui était ministre des Outre-mer. Alors ça, je le recommande à tous vos auditeurs. Moi, je l'ai surnommé le couteau suisse du gouvernement. Tous les sales coups sous Macron, Lecornu était là. C'est lui qui a flingué Hulot quand Philippe était Premier ministre. Il a enchaîné sur le grand débat. Il a enchaîné sur la méthanisation, en faisant saute qui est une catastrophe environnementale et sanitaire à venir. Il a fait tous les sales coups. Et l'Outre-mer, il a fait la tournée. Avant la présidentielle, il a arrosé tout le monde. Et par exemple, l'an dernier, il a fait un chèque, à l'État, si on veut, mais à travers le Cornu, de 575 millions d'euros en Martinique, la Guadeloupe-Walou. Parce qu'il y a quelques années, il y a eu un référendum où on a demandé aux ultramarins, spécifiquement en Guadeloupe-Martinique, est-ce que vous êtes d'accord pour une collectivité territoriale unique, c'est-à-dire pour fusionner la région et le département, qui souvent ne sont pas du même bord politique, c'est l'attitude. Et les Martiniquais ont dit oui. Donc, Paris, ok, c'est bon, vous êtes d'accord. Et la Guadeloupe a dit non. Claire et nette, la réponse des Guadeloupéens au référendum. À près de 74%, ils ont dit non à l'Assemblée unique. Donc, en Guadeloupe, on se retrouve avec l'embrouillamini supplémentaire, et ça, c'est depuis des décennies comme ça. On a une région, un département, désormais 5 intercommunalités qui ne sont pas du même bord politique. Ah non, tout le monde se flingue se tire dessus en permanence. Franchement, des fois, il faut s'y reprendre à 2 fois parce que c'est un bordel entre les sociétés d'économie. Enfin, on va essayer de décrypter tout ça. Mais donc, Thierry, toi, le point de départ du livre, c'est que vous indexez, on va dire, la colère sociale sur l'histoire de l'eau. Vous dites, parce qu'on a vu qu'en Guadeloupe, même en métropole, quand dans les infos, la Guadeloupe, c'est toujours que ce soit pour le Covid, pour les problèmes de retraite et tout, ça pète tout le temps. Et toi, tu dis, vous dites, essayons d'hierarchiser les problèmes. Il y a vraiment un problème crucial d'eau, quoi. Tout à fait. Quand on regarde l'histoire récente sociale de la Guadeloupe, donc la précédente grande crise sociale, c'était en 2009. Et déjà en 2009, alors il y avait bien sûr les thèmes de la vie chère, des salaires trop bas, etc. Mais l'un des principaux thèmes, c'était déjà l'eau. Et déjà à l'époque, le LKP faisait le constat qu'il y avait 50% de taux de fuite dans les réseaux d'adduction d'eau, qu'il y avait des tarifs qui allaient du simple au double entre 2 communes mitoyennes. Et 10 ans, 15 ans plus tard, on se retrouve toujours, alors avec la crise du Covid qui a été le déclencheur de la nouvelle crise sociale, mais en fait, le fond de la crise, c'est toujours le même, à savoir la vie chère, les salaires trop bas et l'eau. Parce qu'effectivement, entre 2009 et aujourd'hui, il y a 25% maintenant, un quart de la population qui n'a pas un accès régulier à l'eau, c'est-à-dire des coupures qui peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Sans parler effectivement de l'assainissement qui dérègle complètement. C'est vrai qu'ils s'y sont habitués sans vraiment s'y habituer. Mais d'abord, est-ce qu'il y a une spécificité d'être un département comme la Guadeloupe? Est-ce que c'est différent d'un département comme la Moselle, comme l'Eure, ou est-ce qu'il y a une... Parce qu'on a l'impression à lire qu'il y a une... Je sais pas, je vais peut-être commencer puis tu reprends après, mais évidemment, il y a une différence. Alors, en dehors de la distance géographique, évidemment, il y a un contexte historique complètement différent. Ce sont des anciennes colonies, avec une structuration politique, économique, financière, qui est totalement héritée de l'économie, des colonies, qui n'a pas été remise en cause. Donc, c'est en 1946 qu'il y a eu cette fameuse loi de départementalisation qui était prévue pour, et ça c'est le texte, notamment Aimé Césaire qui était le porte-parole, qui portait ce texte avec Vergès, le député de La Réunion, et ça avait un but, l'assimilation, c'est-à-dire effectivement, c'est
ces anciennes colonies devaient devenir des départements comme les autres. Alors c'est peut-être à l'époque déjà, il y avait d'autres voix dissonantes qui disaient mais c'est pas possible d'être la Gironde, d'être la Moselle. On a des spécificités locales qu'il faut prendre en compte. Et on voit effectivement aujourd'hui que cette loi de départementalisation aboutit à un échec, en tout cas en Martinique et en Guadeloupe, et que effectivement, on ne pouvait pas appliquer un modèle métropolitain à des îles qui avaient des spécificités, qui sortaient à peine de la colonisation et dont les structures n'ont pas été remises en cause par la départementalisation. Oui. À modérer un peu, il y a 2 présidents de la République qui ont joué un rôle majeur dans toute cette affaire. De Gaulle, en 1958, avant de revenir aux affaires, fait un voyage là-bas. Il est effaré par ce qu'il voit. Il a donné une véritable impulsion de remise à niveau, mais qui n'a pas été à son terme. Et ensuite, plus tard, il y aura Jacques Chirac, qui lui aussi se prendra de passion. Ce sont les 2 qui ont vraiment fait quelque chose pour refaire des infrastructures. Et De Gaulle, par exemple, a initié, dans notre histoire, on a ça avec le FIDER de Bellocado, ils ont initié des grands travaux, mais façon reconstruction de l'ouvrier, etc. Donc, ils ont vraiment porté ça. Mais après, en termes économiques, et on en est encore là aujourd'hui, il y a l'empreinte du modèle que je décris comme néocolonial, à savoir que l'économie du pays a longtemps reposé, la banane, le rhum, un peu le tourisme, etc. On importe tout. Tout est importé de la métropole. Tous les produits d'usage courant, tout. Et il y a une disposition très ancienne qui s'appelle l'octroi de mer, qui a un J'allais en parler. Essayez d'expliquer ce que c'est. C'est un impôt tout à fait particulier. Alors, il y a qu'en Guadeloupe qu'il y a l'octroi de mer? Ah non, partout, dans tous les dom-toms. Ah oui, et donc, à La Réunion? Oui, partout. Et donc, alors, explique ce que c'est. Tous les marchandises importées, au prétexte de protéger l'économie locale, mais qui n'est pas du tout menacée, puisqu'on ne produit rien de ce qu'on importe, si tu veux, eh bien, on taxe assez fortement tous les produits qui sont importés, et ça se double d'un facteur aggravant, c'est que toute l'économie de l'import-export est aux mains de ce qu'on connaît comme les grandes familles béquées, héritées des colons. Et là, c'est absolument invraisemblable. La grande distribution, les concessions de bagnoles, enfin, tout ce que tu peux imaginer, tu vas là-bas, il n'y a que 5 ou 6 grandes familles qui détiennent tout. Je voulais en parler parce que, en fait, ce qui est la difficulté du livre, il y a je ne sais plus, 17 ou 18 chapitres, c'est que vous... on va essayer de suivre la chronologie parce qu'à un moment donné, effectivement, vous parlez des familles et on est déjà essoufflé d'avoir lu les problèmes politiques, les problèmes de fonctionnement, les relations avec l'État, etc. Et puis, on en arrive aux pirates des Caraïbes, on en arrive aux familles, etc. Et là, on se dit, putain, mais ils s'en sortiront jamais. D'ailleurs, on arrivera à la fin du livre, mais en 10 ans, ils s'en sortiront jamais. C'est un constat un peu amer. Ils s'en sortiront toujours, mais comment, quoi? Parce que c'est un peu ce que vous dites à la fin, quoi. Pardon, les inégalités qui traversent cette société, parce qu'il faut aussi, il y a un taux de pauvreté, de précarité énorme, tu vois. Il faut savoir que l'équivalence avec la métropole, disons, en matière d'aide sociale, par exemple, quand le RMI a été créé par Michel Rocard, il faudra attendre 15 ans pour être au même niveau en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et ailleurs. Tu vois, il y a toujours eu un décalage. Et alors, en matière de gouvernance, ce mot que j'aime pas beaucoup, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé la première fois que je suis rentré à la préfecture en Martinique avec mes clients pour le secrétaire général, etc. Tous les services de l'État déconcentrés, qui sont quand même la France là-bas, si tu veux, c'est des Blancs. C'est des gens qui viennent de métropole, qui bénéficient pendant leur détachement de 3 ou 5 ans d'une prime de vie chère plus 50%, qui utilisent le temps qu'ils passent là-bas pour monter en grade et qui repartent en métropole. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous en parlez pas tellement dans le livre, mais je ne sais pas comment le dire, mais moi, je suis allé quelques fois en Guadeloupe et puis j'ai des amis qui vivent, des magistrats, et il y a un racisme anti-blanc et anti-français qui est très, très présent quand même quand on est dans des hôtels. Tu sens que t'es pas aimé, quoi, et qu'il y a des règles de décompte en permanence. Ce qui n'est pas le cas en Martinique, ce qui n'est pas le cas à La Réunion, par exemple. Je ne pense pas que on puisse parler de racisme anti-blanc. Je pense que c'est juste la frustration de considérer... Enfin, ils considèrent qu'on les traite comme des
esclaves, qu'on continue à les traiter de cette façon. Et donc, c'est ce ressentiment-là qui ressort. En tout cas, il nous faut sentir. C'est pas du racisme. Enfin, en tout cas, il y a une animosité permanente, enfin, que tu ressens. Évidemment, pas chez moi, j'ai des potes guadeloupéens, tout va bien, tu vois, mais il y a quand même un truc très particulier à la Guadeloupe, et on le comprend quand on lit le bouquin, parce que cette île est dans une telle merde que tu te demandes, quoi. Et je voudrais... Vous êtes beaucoup appuyé sur la commission d'enquête qui a rendu son rapport le 15 juillet dernier, qui était présidée par Mathilde Panot. Depuis plusieurs décennies, la gestion de l'eau en Guadeloupe est un échec monumental. Condamnation pour détournement de fonds publics, non-respect des règles d'attribution des marchés publics, défaillance chronique dans l'accomplissement des missions, manquement aux obligations de traitement des eaux usées, non-respect des codes de l'environnement et de la santé, audits accablants, vétusté du réseau, sans parler des milliers de fuites d'eau recensées. Et qu'on peut résumer par les Guadeloupéens sont toujours victimes d'un système colonial, quoi. Mais le rapport que vous citez largement, selon vous, il ne va pas au bout des choses et il protège quand même plutôt les grands groupes, en particulier Veolia. Non. Comment vous... Alors, c'est pas qu'il... Non. Il ne protège pas les grands groupes, et en particulier Veolia, qui était le principal opérateur des services d'eau et d'assainissement dans l'île jusqu'au début des années 2010. Mais évidemment, ils ont réuni une masse d'informations incroyables. Ils ont vu, je ne sais plus, une cinquantaine, 20 ou 30 personnes 50. Sur place. Et donc, on a récupéré tous ces témoignages, toutes ces auditions. Mais ils sont passés à côté des problèmes parce que je pense qu'ils n'avaient pas la technicité et le recul pour juger de la qualité des informations et de la pertinence des informations. Et puis, il y avait ce biais qui était par rapport au titre de la commission elle-même, à savoir, est-ce que Veolia avait un rôle particulier? Donc, ils ont cherché des preuves contre Veolia, plus que comprendre comment s'était effondré le système. Et donc, c'est ça de travailler avec un spécialiste de ces questions-là, c'est que Marc a la mémoire, les archives et la mémoire, et c'est comme ça nous avons ces rapports confidentiels de Veolia sur les véritables raisons de l'effondrement du système. Oui, parce qu'il y a une hypocrisie totale. Enfin, vous le dites un moment dans le livre, quoi. Enfin, peut-être on l'abordera tout à l'heure. Une question que je m'étais posée quand vous m'aviez, toi, tu m'avais parlé du livre, tu m'avais dit, mais ce qui se passe, et j'avais cru que dans le livre, je retrouverais ça, je ne l'ai pas trouvé. Tu m'avais dit, mais ce qui se passe en Guadeloupe est précurseur de ce qui peut se passer dans n'importe quel département si on laisse faire la logique capitalistique de ces groupes, etc. Et en fait, et là, je me dis, donc le fait qu'il y ait des coupures d'eau, le fait qu'il y ait une augmentation des fois pour les collectivités locales, à un moment, vous dites, on les augmente de 300%. Enfin, il y a des folies comme ça, mais je me dis, bon, c'est quand même très spécifique à la Guadeloupe. Oui, on peut faire un lien avec ce qui peut se passer en métropole, mais c'est vrai que d'abord, ça aurait été un autre livre, sur un autre angle. Et là, on voulait vraiment raconter, à travers ce dossier de l'eau, pourquoi cette île était dans cet état social, sociétal, quasiment psychique ou psychiatrique. On voit bien que les gens sont extrêmement tendus, sont à fleur de peau, et on voit la violence des réactions, notamment pendant la crise du Covid. Et donc, on a essayé d'abord de comprendre pourquoi ça s'était produit dans cette île spécifiquement, et qu'est-ce qui faisait que elle était dans cet état aujourd'hui. Donc ils ont une parce que peut-être les gens qui connaissent pas le sujet, enfin ne s'imaginent pas à quel point, parce que là on parle des coupures d'eau, mais tout est dégradé, quoi. Les pompiers ne peuvent plus intervenir parce que ça manque d'eau, et bientôt ils pourront plus se baigner, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais les écoles ferment. Voilà, les écoles ferment, et à un moment donné vous parlez d'ailleurs vous dites les stats du chômage. On a l'impression qu'il n'y a pas plus de chômage qu'ailleurs, mais en réalité les stats sont, comment on peut dire, trafiqués, biaisés. Non, mais c'est comme... Non, parce qu'on ne peut pas accuser l'INSEE de trafiquer les chiffres qu'il publie. Donc, mais c'est un peu aussi ce qui peut être le cas dans certains territoires en France, où des gens ne vont plus faire les démarches pour s'inscrire et pour se faire recenser. Donc, oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, ils sont déjà à combien? À 30% de taux de chômage, 25% de taux de chômage. C'est un chiffre extrêmement élevé. La population jeune qui est sans emploi, c'est quasiment la moitié. Et donc, il y a une espèce de toute façon, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas,
ça sert à rien, notre vie ne changera pas. Donc, Et ce qu'on a tenté de faire en s'inscrivant dans le long temps historique. Donc, on a pris l'histoire de l'eau depuis 50 ans. Et ça nous a paru pertinent de rappeler des tas d'enchaînements d'événements dont personne n'a la mémoire, que personne n'a en tête, et de faire ce travail-là pour le confronter au mode de fonctionnement du politique aujourd'hui, qui est dans l'immédiateté, enfin tout le monde est dans l'immédiateté, toi, mais le politique particulièrement, qui est à échéance d'un quinquennat, etc., etc. Et donc là, il y a un nœud, il y a quelque chose qui nous rend pas très optimistes, c'est en fait les moyens financiers qu'il faudrait déployer. Franchement, c'est pas colossal. Je sais pas, vous dites à un moment donné, il manque 1 milliard. Ouais, 1 milliard pour l'eau, 1 milliard pour l'assainissement. 2 milliards. Attends. 2 milliards. C'est pas colossal, pour à l'échelle de la Guadeloupe, c'est beaucoup. C'est pas en Guadeloupe qu'on trouvera l'argent, ça c'est sûr. Mais l'argent existe en France. Non, mais c'est pas ça le pire. Le mois dernier, la Cour des comptes a publié un rapport sur le fonctionnement budgétaire de la France par rapport aux DROM. Hallucinant. Par rapport on les appelle les DROM aujourd'hui, les anciens DOTOM. Départements et régions. Chaque année, en loi de finances, la France vote un budget de 56,2 milliards d'euros pour les DROM. La Cour des comptes a établi que malheureusement, sur ces 56,2 milliards, et ça dure comme ça depuis des décennies, il y en a moins de la moitié qui sont exécutés, comme on dit en termes techniques. Pourquoi ? Parce que les collectivités locales concernées n'ont pas les moyens humains, matériels, etc., d'élaborer des projets. Aujourd'hui, quand tu vas chercher de l'argent, que tu es une collectivité à La Réunion, à Mayotte, en Martinique, n'importe quoi et tout, que tu vas chercher des projets, c'est des financements croisés. Tu as l'État, tu as une foule la CDC, l'Europe, etc., et il faut monter des projets. Et ça, ce boulot, ils sont pas capables de le faire. Parce que tu veux dire sur les 56 milliards, il y en a que la moitié qui est vraiment utilisée. Oui. Et le reste retourne. Et le reste retourne. Donc dire qu'il n'y a pas d'argent, mais c'est un mensonge évident, tu vois. Ils le décrivent, mais... Le truc vous le dites d'ailleurs, je pense que vous l'écrivez, c'est que si cette dette, donc l'eau et l'assainissement, disons 2 milliards... C'est pas une dette, c'est ce qu'il faudrait réinvestir. Oui, pardon, l'investissement. Mais tu dis qui doit payer ? C'est forcément l'État ou pas ? Oui. Parce qu'il y a une responsabilité. Ce qu'on a mis en avant, alors contrairement un peu, là tu parlais de la commission d'enquête tout à l'heure, Veolia et tout, dans l'île, c'est la générale des eaux, tu vois, ce qui permet au personnel politique local de s'en laver les mains. C'est un peu facile. Alors, c'est moi qui dis ça, toi, qui est en guerre avec Veolia depuis 20 ans. Bon, bref. Mais là, sur ce point particulier, si tu veux, ce qu'on a quand même mis à jour, la responsabilité de la générale est réelle, mais c'est pas eux qui portent tout sur le dos. Et il y a une responsabilité insigne de l'État. L'État français a laissé se dégrader la situation alors que moi, j'ai à la maison 10 rapports qui ont été réalisés par tous les grands corps d'inspection français. Conseil général du développement durable, Inspection générale des finances, de l'administration, je les ai tous, tu vois. Le bilan, il est fait, le diagnostic, il est fait depuis 10 ans ou 15 ans. Nickel, tout est sur la table, tu vois. Et il y a comme un empêchement, comme une incapacité de prendre acte de ça, de reconnaître que l'État a une responsabilité, parce que, à la grande époque du pirate des Caraïbes, etc., c'est ça, le pirate des Caraïbes, c'est le type qui a été à la tête du fameux syndicat en faillite. Comment il s'appelle Hernandez. Amélius Hernandez. Juste une précision qui est nécessaire sur la responsabilité particulière de l'État. Des années 50, et plus particulièrement à partir de la mise en route des grands travaux à la fin des années 50 par le pouvoir gaulliste, jusqu'à la fin des années 90, c'est l'État qui a organisé les investissements, qui a choisi la société, le délégataire, la société qui allait les déployer. Et ce sont eux qui ont piloté les investissements dans l'eau et l'assainissement sur l'île. C'est personne d'autre. Et ça s'est gâté au moment où il y a un syndicat qui a essayé de faire autrement, mais bon, pour d'autres raisons. C'est le fameux Amélius Hernandez avec ce syndicat en faillite. C'est eux qui ont piloté les investissements. À la fin des années 90, il y a un premier rapport en 98 qui dit « Attention, le contrôle du système est en train de nous échapper, les taux de fuite commencent à augmenter, etc. Il faut réinvestir dans les réseaux. » Et à ce moment-là, l'État se lave les mains en disant « Ah mais l'eau, c'est pas nous, c'est les communes. »
Et Veolia se dit pendant 10 ans, comment je vais faire pour partir de cette île en donnant l'impression que tout va bien. Alors, en plus, il cumule on va dire les handicaps parce que vous expliquez d'ailleurs qu'une partie de l'île, il y a toute la population et l'autre partie de l'île, Basse-Terre et Haute-Terre, il y a toute la, il y a l'eau, quoi. Voilà. Donc déjà, c'est très compliqué. Et vous expliquez aussi comment les tuyaux en fonte, etc., pourrissent, comment même les systèmes de réparation avec le polyéthylène haute densité, voilà, PEHD, n'a aucune résistance et donc ça part en couille. C'est pire que ça, Et ça, c'est le vrai scandale caché qu'on révèle, parce que ça, c'était jamais sorti, je te permets. Et après, on parlera de la chlordécone, parce qu'en plus, il y a la chlordécone. Oui, ça, c'est l'arrière. Mais si vous voulez, ce qu'on révèle là, que personne n'a jamais sorti, franchement, il y avait pièces à l'appui, c'est tombé du camion de chez Veolia. Au début des années 2000, en France, les fabricants de tuyaux, tout ça et tout, développent un nouveau support, donc le PEHD, polyéthylène haute densité, en plastique, et commencent à l'installer un peu partout en France, tu vois, ça va. Mais dès 2003, il y a des premières alertes qui remontent par une institution qui s'appelle la FNCCR, Fédération qui regroupe 800 collectivités, qui joue un rôle de conseil dans l'eau, l'assainissement, l'électricité, etc. Bon, bref, un truc encore très peu connu, et qui alerte, attention, on a en Guadeloupe des problèmes. Bon, là, les labos internes de Veolia Suez se mettent au boulot, on est en 2005, et très vite, ils font venir du matos de là-bas, ils se rendent compte de quoi ? Que ce nouveau PEHD, qui était vendu, ce qu'on appelle en nominal, en métropole, pour une durée de vie de 15 ans, dans les conditions particulières de la Guadeloupe. La chaleur. La chaleur, problèmes sismiques, effondrement de terrain, on ne les a pas enterrés assez profonds, ils pètent au bout de 5 ans. Donc, toute la grande infrastructure qui a été construite dans les années 50, qui était miraculeuse à l'époque, va commencer à se délabrer à une vitesse grand V. Et le drame, là, il faut connaître un peu le fonctionnement hydraulique d'un réseau, si tu veux, ça se pilote pas n'importe comment. Et quand il commence à se dégrader avec la situation qui prévaut là-bas, tu as donc des cas s'enchaînent. Et à mesure que tu répares ce fichu PEHD, quand tu répares une section ici, tu déséquilibres le système plus loin. Oui, et donc c'est un truc sans fin et tu provoques d'autres fuites. Toi. Non, mais c'est un bordel. Déjà, c'est terrible. C'est un bordel partout, quoi. C'est quand même assez incroyable. Et en plus, il y a des gens qui pour récupérer de l'eau, comme il y a des coupures, font des sortes de captation clandestine, etc. Voilà. Donc il n'y a plus de pression. Non, voilà. Ce qui veut dire que les hôtels aussi, toute l'hôtellerie, le tourisme, les restaurants perdent de plus en plus d'argent. Oui. Enfin, ça devient impossible. Et alors, tout à fait. Et alors, pour expliquer aussi, c'est que au moment où ces réseaux sont développés, se développent donc à la fin des années 50, début 60, la population de l'île est assez faible. C'est à moins de 300 000 habitants. À l'époque, c'était plutôt 250 000 habitants. Et ils sont passés à 400 000 habitants. Ouais, ça veut dire qu'il y a eu aussi un développement urbain qui n'a pas du tout été planifié par contre, anarchique, et notamment avec des gens qui sont partis s'installer sur les hauteurs, au-dessus de Basse-Terre, sur les pentes. Souvent habitat précaire. Souvent un habitat précaire, et que le réseau n'avait jamais été pensé pour pouvoir aller desservir ces gens-là, mais il a bien fallu aller les desservir. Donc on a rajouté des équipements, comme des pompes, qui, en fait, provoquent aussi un déséquilibre et provoquent aussi des cases dans le réseau aujourd'hui, parce qu'évidemment, tout ça, le réseau n'était pas fait pour ça et n'a pas été dimensionné pour ces problèmes-là, et donc il est à bout de souffle. Alors, je voudrais vous parler, parce qu'il y a une bonne nouvelle dans le bouquin, c'est les algues, les sargasses, là, mais on va en parler après. Je voudrais dire un mot sur la chlordécone. Enfin, un mot. C'est parce que vraiment, les pauvres Guadeloupéens cumulent les problèmes. Et il y a je ne savais pas que les sols et les sous-sols étaient à ce point saturés, parce que la chlordécone, c'est quoi ? C'est un pesticide qui servait aux bananeraies pour que les bananes soient bien jaunes, progressent, etc. Et alors, pour limiter le charançon de la banane. Voilà. Et donc, on se rend compte aujourd'hui, parce qu'il y a des études, et vous êtes assez formel là-dessus, que le chlordécone est cancérigène. C'est-à-dire qu'il y a des morts du chlordécone, il y a ce que ne reconnaît pas l'État. Parce que l'État ne veut pas payer, enfin, vous le dites quand même. Il vient de reconnaître partiellement le cancer de la prostate comme maladie professionnelle, mais en limitant les éventuelles indemnisations aux gens qui peuvent prouver qu'ils ont été ouvriers agricoles dans les bananeraies.
quand on utilisait le chlordécone. Et par ailleurs, cette reconnaissance partielle exclut du champ les femmes ouvrières qui, elles aussi, ont des problèmes de santé, des cancers, etc., et qui, aujourd'hui, ne sont pas reconnues comme étant des victimes du chlordécone, ce qui est quand même hallucinant. Est-ce que ce chlordécone, vous dites que les sols sont saturés, ça veut dire que ça va aussi dans les nappes phréatiques, ça contamine tout? Alors, d'ailleurs... Attends, juste pour t'expliquer, en fait, donc les bananeraies étaient essentiellement sur les pentes de la Soufrière, donc Basse-Terre, la partie ouest de l'île, et c'est là où il y a les zones de captage de l'eau. Donc, comme tout est pollué, les principales sources ou un certain nombre de sources de captage de sources d'eau sont polluées. D'ailleurs, certaines ont été fermées autoritairement par l'autorité régionale de santé. Et pour les autres, ils sont obligés d'installer des filtres à charbon qui permet d'éliminer une partie de la pollution au chlordécone. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un autre réseau qui s'appelle un réseau d'eau brute agricole qui permet de desservir les exploitations agricoles dans l'Est, dans la partie Est, donc Grande Terre. Et en fait, l'eau n'est pas filtrée dans ce cas-là. Et donc, on a exporté une partie de la pollution du chlordécone sur la partie Grande Terre qui n'en connaissait pas. Et donc, aujourd'hui aussi, c'est pour ça que le problème est incroyablement complexe. Oui, c'est qu'aujourd'hui aussi, les deux parties de l'île sont polluées parce qu'on a transféré cette eau. Mais justement, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a ces algues brunes qu'on appelle les sargasses, et vous dites dans le bouquin qu'il y a des études qui sont faites et qu'elles pourraient dépolluer d'une manière un peu naturelle. Alors, en laboratoire, effectivement, il y a des études, ça a été publié au cours de l'année, il y a quelques mois, qui semble montrer que cette algue, une fois traitée, etc., alors, n'étant pas scientifique, je ne connais pas les principes mis en œuvre, mais en tout cas, le communiqué, je crois que c'est le CNRS, l'un des laboratoires du CNRS qui travaille sur ces solutions là-bas, apparemment pourrait faciliter la dépollution des sols. Donc, c'est encore un projet de laboratoire qui a l'air assez confiant dans ses capacités. Après, il faut le mettre en œuvre. Après, c'est une question de moyens. Et l'État ne veut pas mettre d'argent. Préciser que toutes les recherches qui ont été conduites arrivent à la même conclusion que la nocivité du chlordécone dans les sols, c'est 600 ans, avant une biodégradation naturelle. Quel bordel. Donc, si tu veux, c'est à perpète, quoi. Alors, on va les accumuler. Je fais un bond dans le bouquin. J'aimerais que vous me parliez de ces familles, là, les Salomé, les Larifla. Voilà, toutes ces familles qui ont le BTP, qui possèdent tout. Et vous dites à un moment donné que pour comprendre l'eau, ça arrive à la moitié du bouquin, il faut plonger dans le marigot local. Qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce marigot local? Est-ce qu'il y a une spécificité, aussi une spécificité guadeloupéenne dans ces familles qui possèdent tout? C'est pas comme ça ailleurs? Alors, vous ne disiez pas le mot mafia, mais quand même, on n'est pas loin. Non. Je suis beaucoup plus mesuré que mon camarade, parce que moi, j'ai jamais, contrairement. Et vous avez la grande prêtresse Lucette Michaud-Chevry, qui a son âme, mais quand même, elle était. Ce qu'il faut comprendre, c'est un petit territoire fermé, puisque c'est une île. Donc évidemment, on le voit dans d'autres îles françaises. Je n'en citerai aucune, je ne voudrais pas qu'on ait des problèmes. Méditerranée, par exemple. Non, mais c'est ta responsabilité. Je dis en Méditerranée, c'est vaste, Méditerranée. Mais voilà, évidemment, il y a un rapport entre la population et ses élus de proximité qui est beaucoup plus... et qui parfois... notamment lors de la mise en œuvre des lois de décentralisation, et ensuite a pu donner lieu à des comportements pour le moins clientélistes, et après de corruption pour d'autres. C'est ce qui s'est passé à la Guadeloupe. Ça s'est passé en France métropolitaine. C'est ce qui s'est passé à la Guadeloupe. Et le problème, c'est que ces politiques qui ont tout fait pour rester au pouvoir, en l'occurrence Lucette Michaud-Chevry et Dominique Larifla, qui est un ancien socialiste en rupture de banc et qui a créé un parti qui est aujourd'hui... Guadeloupe Unie, non? C'est ça. Guadeloupe Unie, qui aujourd'hui soutient Emmanuel Macron, ont créé cette dépendance de la population au poste, dans la fonction publique, etc. On crée ce clientélisme, l'ont développé d'une façon incroyable,
et ont mis en place vraiment les moyens pour rester au pouvoir. Et c'est-à-dire que parce qu'il y a plein de détails, il y a plein d'affaires, vous parlez des détournements d'argent sur le concert de Cassav, que vous comparez au Rolling Stones, ce que je trouve c'est une faute de goût totale, mais bon, passant. Non, c'est pas moi, c'est la presse musicale. Je suis désolé. Tu m'as dit ça, mais bon. Non, mais c'est une anecdote, mais on a l'impression qu'on peut se tourner n'importe où. Il y a aucune... rien qui donne un petit espoir politique de justice et tout, et on se dit mais que fait le tribunal, que fait le parquet et que fait le préfet, quoi. On en revient à la responsabilité de la France, à savoir que pendant des années, que ça soit la Chambre régionale des comptes, donc la Chambre déconcentrée de la Cour des comptes, ou les services de police étaient sous-staffés, et soit ils pouvaient faire des rapports, et d'ailleurs la Chambre régionale des comptes a fait un rapport beaucoup. Sur le principal syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement qui était accablant, mais derrière, ça ne donnait lieu à aucune poursuite. Mais pourquoi le procureur, le préfet ou le président du tribunal, je sais pas, il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de la chancellerie. Dans le pilotage à distance par le ministère des Outre-mer, éventuellement le ministère de l'Intérieur, il y a une forme de fatalisme, pour être gentil, dire bon, c'est toujours le bordel, on s'en sortira pas, on envoie le préfet là-bas, il est là pour 3 ans, tous les autres aussi, leur mot d'ordre, pas de vague. Quoi qu'il arrive, on écrase tout. C'est ingérable. Bon, on a hérité de ça, on va continuer à faire avec. Ah, mais c'est vraiment ça. C'est ingérable, mais il y a quand même des types qui se font rattraper par la patrouille. Je pense à fameux pirate, celui que vous appelez le pirate des Caraïbes. Attends, il se fait pas attraper par la patrouille. Il est balancé par ceux qui l'ont mis au pouvoir. D'abord, non, t'as raison, mais c'est une association locale qui a réussi à obtenir un procès. Ouais. C'est pas le rapport donc de la Cour des comptes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, l'association locale. Il y a des gens il y a un certain nombre d'associations locales qui essayent de faire ce qu'elles peuvent, qui se sont créées, qui sont développées depuis 10 ans, parce que depuis 10 ans, la situation est devenue invivable en matière d'eau et d'assainissement. Mais ils ont mis cette association... Lui, est-ce que vous pouvez un peu brosser son portrait ? Il était président pendant presque 20 ans de la Société d'économie mixte qui gérait l'eau. Non, c'était pas une société, c'était un syndicat. C'est quoi la différence ? Ah non, une société d'économie mixte allie des partenaires privés et publics. Là, un syndicat s'est créé par plusieurs collectivités locales. D'accord. Il n'y a pas la même dimension. Et juste une petite remise en perspective historique. Dans les années 50-60, c'est une filiale de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson qui fait les grands travaux gaulléens, gaullistes, tu vois, la grande époque et tout. Et pendant une très longue période, c'est une filiale de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, qui a eu plusieurs noms, Sogea, Socea, Sovea et tout. Ouais, on se perd un peu. Qui va... mais il faut être précis, parce que ça, personne n'en parle jamais, tu vois. Qui va gérer pour le compte de ce qui deviendra, j'accélère, mais qui deviendra après le fameux syndicat qui va littéralement voler en éclats. Et donc, la Générale des Eaux n'intervient que très tard, si tu veux. C'est à travers un truc capitalistique, à un moment, Veolia, Vivendi à l'époque, va racheter cette filiale à Saint-Gobain, va hériter de cette situation, va hériter donc d'un contrat. Et là, ce qui s'était passé, quand les grands parrains politiques de l'île, que Thierry évoquait tout à l'heure, mettent en place notre fameux Amilus, que j'ai surnommé le pirate des Caraïbes. Tu vois, c'était un tout petit élu. On le met en place dans ce syndicat qui est sous-administré, c'est une coquille vide. C'est la DDA, la Direction départementale de l'agriculture, qui règle les problèmes avec Veolia, tu vois, et donc qui règle les problèmes avec Pont-à-Mousson d'abord, la Générale ensuite, qui laisse faire, etc. Bon. Et donc ce type arrive aux affaires, et là, met en place, il pète un peu les plombs, tu vois, il monte en grade, mais il a l'aval des grands caïds, tu vois, de la place, quoi. Et puis, bon, peut-être la folie des grandeurs, etc. Et il se lance dans une politique somptuaire, c'est pour ça qu'il finira par être condamné, c'est-à-dire que il organise des voyages dans des palaces dans le monde entier, etc., 5 étoiles et tout pour tous les élus de l'île. Chaque année, il fait des fêtes de l'eau. 800 000 € l'affaire, pyramide de champagne, enfin, c'est un truc complètement fou. Tu vois. Mais alors, ce qui se passe, à un moment... Mais pourquoi il fait ça ? Moi, je pense, si je peux... dans un premier temps, il y a un projet politique et il y a un accord politique entre la RIFLA et Lucette Michaud-Chevry, c'est aller vers l'autonomie de l'île. Donc, on est au milieu des années 90. Et ce syndicat est potentiellement riche, puisqu'il gère l'argent de l'eau
de la moitié de l'île. Un peu plus même, de 60% de l'île, et notamment de toutes les zones peuplées de la partie Est. Et donc, c'est un moyen, parce que la grande force politique à l'époque, normalement, c'est le Parti socialiste, et donc c'est un moyen d'aller faire du clientélisme auprès des élus locaux, pour leur dire, mais regardez, venez plutôt avec nous, c'est sympa, on voyage, et puis on a un beau projet politique pour l'île. Voilà. Et derrière ça, il y a quand même Suez et Veolia qui tirent les ficelles et qui se font une guerre. Parce que Non. Alors, Non, qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est quand même les principaux acteurs. Non. Suez n'y est pas. Non, Suez est à la fin. Oui, mais attends. Suez est déjà en Martinique à l'époque. Oui. Suez était en Martinique, n'était pas en Guadeloupe. Mais j'ai l'impression qu'à la fin du livre, on a l'impression que Suez arrive pour récupérer... Justement, mais ça va être dur. C'est toujours Suez en cours, arrive en 2010. Oui. Mais pas sur un nouveau syndicat d'eau brute agricole, parce qu'on a appelé ça la trahison. Bref, mais non, mais c'est important parce qu'on se dit Suez et Veolia, c'est quand même beaucoup d'argent. Et la Guadeloupe étant tellement, j'essaie de trouver des mots gentils pour eux, mais j'en trouve pas. C'est pas de la faute des Guadeloupéens. Ils sont pas fautifs, les pauvres habitants. Mais c'est tellement vérolé, tellement pourri. Il y a tellement d'argent à mettre que quel est l'intérêt pour Veolia, pour Suez, d'aller mettre ne serait-ce qu'un orteil dans ce cafarnaum? Justement. Ce qu'expliquait Marc, Général des Eaux acquiert cette activité au début, ça allait. Globale, dans laquelle il y avait différentes sociétés de services aux collectivités locales, donc qui appartenaient au groupe Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, et dans laquelle il y avait cette filiale. Donc il la rachète, il la gère. À l'époque, cette filiale est très rentable parce que ça rapporte de l'argent de gérer l'eau et l'assainissement, évidemment. Et donc, et comme ils font d'habitude, ils ne sont pas contrôlés sur place. L'état du réseau est en train de pourrir, c'est pas bien grave. On fait ce qu'il faut faire, le minimum qu'il faut faire, et puis ils savent gérer les réseaux pour que ces problèmes de fuite ou de première coupure n'apparaissent pas auprès du grand public. Et tant que le syndicat est géré, il le gère comme il veut. Tant que ça rentre pas en conflit avec leur activité, la Générale des Eaux, c'est très bien, Veolia, c'est très bien. Nous, on vit notre vie, eux, ils vivent la leur. Et les affaires sont bien gardées. Où les choses vont commencer à dégénérer. Notre fameux pirate des Caraïbes, donc qui perd un peu la tête, etc., se croit devenu le roi. Alors c'est marrant, il a la double nationalité française et dominicaine. Il a une super villa à Saint-Domingue, tu vois. Bon bref, non, mais c'est un personnage de roman. Tu vois, vraiment quand il a témoigné devant la commission d'enquête, il avait un bracelet parce qu'il avait pris 3 ans avant. Tu vois, il avait un bracelet à la cheville. C'est trop marrant. Bon. De mon point de vue, mais on a peut-être un peu des divergences d'appréciation, les choses ont dégénéré quand Amélius se sent devenu grand. Et en fait, le fameux contrat hérité de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, c'était 13 contrats séparés avec des communes. Et lui, à un moment, a voulu regrouper ces contrats en un seul contrat. Là encore, responsabilité de l'État. Il dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut améliorer, on fait un seul contrat, on relance un appel d'offres. Et on fait une nouvelle appel à concurrence. La préfecture niette, interdit. Imagine bien, la préfecture lui interdit de lancer un nouvel appel à la concurrence. Pourquoi ? À partir de là, au lieu d'avoir une nouvelle délégation de service public, il fait ce qu'on appelle une prestation de service. Comme la préfecture lui a interdit, tu fais un cahier des charges, prestation de service, et là, ce qui change tout, c'est que dans le régime ancien de ce qu'on appelle la DSP, la délégation de service public, Veolia, Suez ou SOR ou n'importe qui assument l'intégralité des risques à leur risque et péril. C'est-à-dire, c'est eux qui facturent, c'est eux qui ramassent le blé, c'est eux qui les redistribuent. Et là, ils sont déresponsabilisés. Là, ce n'est plus eux qui facturent. Et là, il y a la conjonction de 2 éléments. Pour des raisons clientélistes que Thierry évoquait tout à l'heure, le nouvel appareil du syndicat dans un contexte troublé, il y a eu 2009, la profitation, et à la sortie, l'accord de fin de conflit 2009, c'était un blocage de l'eau. Ça a été signé par tout le monde, tu vois, et validé par l'État. Donc là, commence à apparaître un très très grave problème de trésorerie pour le syndicat, parce que, pour des raisons bassement électoralistes, ils veulent pas massacrer leur population, augmenter le prix de l'eau, il y a eu l'accord, on touche plus à rien. Mais la situation commence à se dégrader, il faudra avoir des investissements. Et là, bizarrement, au moment de la transformation de la DSP en prestation de service, le logiciel de facturation qu'avait installé Veolia tombe en panne. Alors, c'était un nouveau système, tu vois. Chance. Il tombe en panne. Le même système... Tu veux dire que c'est pas fortuit ? Ah non. Non, pour 2 raisons.
À l'époque, Veolia, ça, je me suis pas trop... Mais parce que Veolia pouvait prendre du blé, alors, s'il facturait. Non, parce que non, là, c'est plus lui qui facture. Ah oui, c'est l'État. Non, c'est le syndicat. Oui, c'est le syndicat, mais qui Mais le est protégé syndicat... par l'État, quand même, un peu, non? Oui, mais non, à l'époque. l'État fout rien, s'en occupe pas, ils s'en foutent. Donc là, du coup, du jour au lendemain, il y a un trou financier énorme, si tu veux. Puisque le syndicat, pour des raisons électoralistes, machin, ne veut pas augmenter le prix de l'eau, il y a des gens qui payent pas, on les laisse, on s'en fout, tu vois, on recouvre pas. Mais... Le logiciel de facturation, il n'est pas bon, il tombe en rade. Et là, il y a un élément. À l'époque, Veolia France a connu une grave crise interne. C'était dans les complots contre Frérot, etc., etc. Et il y avait un type qui s'appelait Francky, qui était un haut cadre de la boîte, qui a monté une gigantesque arnaque avec un système all qui paye au Luxembourg. L'idée, c'était de créer une espèce de banque interne sur Internet pour facturer tous les services de Veolia en Europe. Et là, il y a quelques hauts cadres de Veolia, ça a fait du bruit à l'époque, je me rappelle, qui ont monté une escroquerie. Et Francky, le mec, là, c'est lui qui a fait le déplacement en Guadeloupe et qui a rencontré notre Amélius pour lui fourguer le nouveau système de facturation. Donc, tu vois, il y a des éléments quand même un peu troublants. Et donc là, précision, ce système qui s'était planté, qui avait été aussi installé dans un département à l'Est, en Moselle, c'est ça, avait aussi planté, il a été changé au bout de 3 mois. Là-bas, 2 ans. 2 ans sans facturation. Donc, si tu veux, là, c'est le moment historique où la facturation se plante. Tu fais plus rentrer de blé. Tu as les fuites, le PEHD qu'on a évoqué, qui explose. Tu vois, donc tout pète en même temps. Et donc là, ça va être le début du chemin de croix d'Amélius. Et nos amis Larifla et Gillot, qui l'ont mis au pouvoir avant, ont commencé à imaginer une ruse pour trouver éventuellement un truc de substitution. C'est le fameux réseau d'eau agricole, d'eau brute agricole, tu vois, qui mettent en place à ce moment-là. C'est le conseil départemental. C'est plus le syndicat, c'est plus les communes. C'est le département qui met ça en place, Larifla et Gillot. Et là, ils vont développer... Mais en Guadeloupe, il y a un département. Oui, et une région. Et une région. Et 5 intercommunalités. Non, mais un département, une région, je veux dire... Qui ne sont pas du même bord politique. Tu comprends quand tu as... Ça a été le choix des Guadeloupéens quand la question leur a été posée par référendum en 2003. Est-ce que vous voulez la fusion du département et de la région? Ils ont répondu non à une très lâche majorité, puisque 73%, il y avait plus de 50% de participation. C'est ce qui a d'ailleurs permis à Victorin Lurel, qui était le principal opposant, de prendre ensuite le pouvoir en 2004 à la région, parce qu'il considérait que cette fusion des 2 assemblées faisait que Lucette Michaud-Chevry allait avoir tous les pouvoirs entre les mains, et que, compte tenu de son comportement qui était déjà visible à l'époque, elle allait devenir un peu la nouvelle Gaston Floss, la Gaston Floss des Antilles. Et on pourrait en parler. Non, mais je veux dire, chaque fois que je vous pose une question, on s'enfonce encore un peu plus dans le... non pas que c'est vraiment intéressant, parce qu'on est dans une sorte, je vous disais, la chronique d'un effondrement, quoi. Oui, et vous posez une question à la fin, vous la posez, et je vous la pose, ça sera ma dernière question, c'est sur les solutions, quoi. Parce que quand on voit que, là, vous parlez de Le Cornu, là, qui leur refuse un prêt de 50 millions qui aurait pu quand même les sauver, pour l'eau, non? Ou c'était pourquoi? Oui. Et donc tout est catastrophique. Donc qui et comment sauver la Guadeloupe de la noyade? Alors, le premier point, c'est on est en train de répondre une fois chacun. Voilà. Le nouveau syndicat, donc il y a un nouveau syndicat qui a été créé par une loi qui est opérationnelle depuis le 1er septembre. Ce nouveau syndicat n'a aucun moyen, il est déjà en faillite. C'est-à-dire que c'est pour payer les salaires... Il a hérité des dettes de l'ancien. Pour payer les salaires de la fin d'année 2021, il a obtenu des subventions de la part du conseil régional et du conseil départemental, ce qui est par ailleurs illégal. Et puis d'autre part, pour financer son activité cette année, il a emprunté à nouveau 50 millions d'euros, sachant qu'il a hérité d'une dette officielle de 70 millions, mais les meilleures estimations donnent un trou financier autour de 200 millions, enfin des dettes financières globales autour de 200 millions. Donc il est dans une situation déjà de faillite et l'argent ne rentre toujours pas parce que, effectivement, donc après, ce que disait Marc tout à l'heure, c'est que d'abord, le budget du ministère des Outre-mer a les moyens de dégager ces 2 milliards et de les programmer
Alors évidemment, ça ne se fera pas en un an, mais sur 10 ans. Sur 10 ans. Sur 10 ans, il y a les moyens de tout refaire. 80-90 millions par an. C'est tout à fait faisable. Encore faut-il que le BTP local soit en mesure d'avoir Absorber la charge. voilà, les ingénieurs, les techniciens et la main-d'œuvre locale et les moyens techniques de réaliser les travaux. Apparemment, aujourd'hui, c'est plutôt ils sont capables de faire la moitié. En termes de travaux annuels, ils sont plutôt entre 30 et 50 millions au-dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un problème opérationnel pour réaliser ces travaux. Et puis, d'autre part, il y a des outils juridiques qui existent en France qui permettent à l'État, si l'État le souhaite, d'instituer une structure d'intérêt national, de mettre un préfet à la place, avec des compétences, qu'elles soient locales ou métropolitaines, avec beaucoup plus de pouvoir. Ben voilà, tu dis, ça à dire au maire, maintenant comme vous vous Corse, occupez à un moment plus. donné, ça se passe mal en Corse. On a un exemple beaucoup plus récent et très parlant, me semble-t-il. Monsieur Macron s'est entiché de remettre Marseille à neuf. On a un budget de 3 milliards d'euros sur la table, tu vois. Et en s'exonérant en partie du droit commun, je ne sais pas s'il y arrivera, il a décidé ça de son plan. Ce qui manque là, c'est quelqu'un, un homme politique ou une femme politique d'envergure, qui en ait les moyens politiques. Et il faut à ce moment-là constituer ce qu'on appelle une opération d'intérêt national, un OIN. L'État reprend la main. L'État, on sait que l'argent, on l'a, c'est pas un problème, tu vois. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est le portage politique. Et on voit l'intérêt que porte la Macronie aux Outre-mer. Madame Yaël Braun-Pivet, nommée il y a un peu plus d'un mois ministre des Outre-mer, n'a rien de mieux à faire que de se précipiter pour devenir la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui va permettre à Macron de virer Borne en respectant la parité le moment venu. Ça, c'est de la basse cuisine, mais n'empêche. Mais ce qui manque là, c'est la volonté politique. Ce sont des gens qui ont la carrure, qui prennent cette affaire en main, qui disent « ça suffit ». On ne peut pas continuer à laisser nos concitoyens ultramarins vivre dans tout le diagnostic, on le connaît, si tu veux, les moyens. Tu fais des équipes mixtes, effectivement, avec des gens sur place, avec des gens en métropole, etc. L'affaire, tu la règles en quelques années. Mais parce que là, c'est quand même aussi une poudrière sociale, quoi. Je veux dire, au moindre truc, ça peut repéter, quoi. Ah, mais absolument. Absolument. Tout à fait. Et on voit ce qui s'est passé lors des élections, que ce soit la présidentielle ou les législatives, à peine 25% de taux de participation. Et puis le RN, quand même. Le RN qui a failli élire un député, ça a été extrêmement... un étrange paradoxe. Et là, il y a comme un espèce de parfum. C'était Guibault qui avait appelé ça les confettis de l'Empire. Moi, j'ai l'impression que les confettis de l'Empire, ça n'intéresse plus aujourd'hui, tu vois. Oui. Qu'on laisse partir. Tu vois, on laisse partir. D'ailleurs, c'est Le Cornu qui a dit s'ils veulent l'autonomie, ils exactement. C'est ça le signe le plus inquiétant, c'est celui-là. C'est que quand il y a eu la crise, sont partis, excuse-moi Marc, ils sont partis pour négocier le futur statut de l'île par rapport à la métropole. Alors très bien qu'ils peuvent en discuter, mais ces discussions-là, ça permet de dire mais vous voyez qu'on agit. Et surtout de ne rien faire sur le reste. C'est ça le problème. C'est que ces discussions-là, c'est de la poudre aux yeux, comme la création de ce nouveau syndicat, c'est de la poudre aux yeux. Pendant ce temps-là, les problèmes restent, les problèmes s'aggravent, et rien n'est fait pour essayer de les résoudre réellement. C'est pas comme ça qu'on va essayer de trouver des bonnes nouvelles, mais je pense que le livre est édifiant, et les gens que ces affaires intéressent, je trouve que ça dépasse évidemment le cadre de la Guadeloupe, parce qu'on est dans voilà, c'est l'état du monde. Moi, je vous invite à lire. En plus, c'est une très jolie couverture. Donc, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez faire d'autres médias. En tout cas, moi, je suis vraiment content de vous accueillir. Et il faut, pour que Blast existe et continue, il faut nous aider pour qu'on puisse faire ce genre d'émission, parler de ce type d'affaires. Donc, abonnez-vous, faites des dons. Et puis merci à Thierry et à Marc et achetez leurs livres. Merci à toi. Au revoir.